qui a pris le micro. Donc, alors je vous demanderai juste d'être très très bref, 2 minutes grand maximum, vous donnez éventuellement votre avis et vous interpellez un des intervenants. Merci. Bonjour, alors je suis une néophyte, que ce soit en économie ou en politique. Donc c'est vraiment une ignorante qui s'adresse à vous et qui demande des réponses. Je me demandais quelle était la marge de manœuvre réelle des citoyens. Car bien souvent, on nous explique que des décisions sont prises soit par l'Union européenne, au travers de ses différentes instances, soit par les gouvernements, sans que les citoyens ne soient nécessairement, ou en tout cas n'aient le sentiment d'être associés à ces décisions. Du coup, je me demandais quelles étaient leurs marges de manœuvre. Deuxième question, quelle est également la marge de manœuvre des États? Alors, ce que j'entends par État, en fait, c'est quelle est la marge de manœuvre des gouvernants des différents pays. Est-ce que le gouvernement français, par exemple, a encore une marge de manœuvre, un pouvoir? Est-ce qu'il peut encore peser dans l'Europe? Ou est-ce que l'Europe dirige totalement nos vies à travers l'économie? Et est-ce la raison pour laquelle, du coup, nous entendons davantage parler de questions de société actuellement, que ce soit au niveau de l'État ou même au niveau municipal? Nous en avons un exemple ici à Rouen, où les campagnes se déroulent essentiellement sur le domaine culturel et pas nécessairement sur le domaine économique. Merci. On va rassembler quelques interventions en haut et puis après on descendra. Voilà. Juste 2-3. Je ne veux pas m'appuyer, c'est pour ça que je ne veux pas je vais essayer de faire vite, je vais noter beaucoup de choses, mais je voudrais remercier les intervenants, c'était très intéressant. Néanmoins, je voudrais livrer ce que j'ai ressenti en vous écoutant. J'ai d'abord été un peu consterné, puis un peu moins consterné en entendant Alberto Bagnaia qui a, je crois, relevé un peu, qui a fait sortir le débat un peu des anecdotes et des clichés. Et puis finalement, je finis le débat en étant un peu frustré parce que on doit parler de l'avenir de l'Europe. Ce qui ressort en vous écoutant, c'est tout de même si vous avez fait preuve de nuance, et notamment en écoutant Alberto, on a senti toute la nuance de ses propos, mais on voit mal comment l'euro peut s'en tirer de tout cela. L'union fédérale, ça n'a aucune chance, la flexibilité du marché du travail, on peut en douter. Et donc, si on parle de l'Europe, on aurait pu parler aussi des façons de sortir de l'euro. Alberto l'a évoqué un petit peu, mais on n'a pas évoqué ce qui peut se passer, comment le faire, parce que ça ne doit pas être exclu du débat non plus, cette question. Une grande partie du débat a exclu cette question en considérant qu'il n'y avait pas d'autre solution que de garder l'euro. C'est le refrain qu'on nous tient depuis maintenant 13 ou 14 ans, qui laisse croire que tout va s'écrouler, que l'Europe va être engloutie dans les mers si jamais elle abandonne l'euro. L'histoire a montré qu'on pouvait sortir de l'union monétaire, qu'on pouvait abandonner les talons or par exemple. Tout n'est pas comparable, mais il y a tout de même des choses qui se ressemblent. Et donc, comment peut-on envisager une sortie de l'euro qui se passe dans les conditions les moins mauvaises possibles? Parce que bien sûr, les conséquences ne seront pas faibles, hein, sans doute. Voilà, je ne vais pas plus loin puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais votre frustration, je pense, est partagée par tout le monde et en premier lieu par moi-même, mais ça vient du fait que le débat dure 1h30. Donc c'est une question de fond qui effectivement demanderait un débat. Vous avez voir couler du sang. On vous a déçu. Je le fais souvent, de décevoir les gens qui... François Gué, géographe. Ce débat tout à fait intéressant passerait difficilement dans les esprits de ceux qui vont voter dans quelques semaines. Et c'est ça qui m'inquiète, n'est-ce pas? Bien entendu, je connais M. Gauzet, je l'ai entendu à plusieurs reprises, je connais mon ami de la Derrière, je suis européen depuis le congrès de La Haye, c'est tout dire. Mais en attendant, comment faire pour faire pénétrer tout cela au niveau... Et j'ai cru sentir le seul point qui me tracassait dans la dernière partie de l'intervention de notre ami italien, c'est-à-dire finalement la réhabilitation de l'esprit national, de l'esprit de l'État. Et j'en arrivais à la conclusion
que finalement c'est Delors qui avait raison, l'Europe c'est avant tout une fédération d'États-nations. Encore faut-il que cela se traduise sur le plan de la participation des citoyens et de l'élection. Et une question très précise, est la suivante, et je la pose à M. Gauzès. Pourquoi, puisqu'il va représenter le nord-ouest de la France, pourquoi ce scrutin absurde par ces délimitations soi-disant géographiques? Comment voulez-vous intéresser par-dessus le marché à une élection avec ce scrutin absurde? Est-ce qu'il ne faudrait pas en revenir plutôt à une sorte pour le Parlement européen, à une sorte de délégation de chaque Parlement national? Merci. Voilà, je pense que... Ouais, il y a plusieurs questions. La première et la dernière. La première et la dernière, pour moi, sur la frustration. On va la gérer ensemble. Il Il faut être à deux en tout cas, parce que c'était une grande frustration. Sur les citoyens, je crois qu'il faut être logique. Il ne faut pas exiger plus de participation des citoyens sur l'Europe qu'on en exige dans les autres stades de l'organisation étatique. La première participation des citoyens, c'est l'élection. C'est dans ce moment-là qu'on exprime ce choix de représentants. Alors on peut aller en Suisse et puis faire de la votation, et on voit combien ça, c'est toujours intéressant. Mais voilà, les citoyens, ils ont la possibilité de s'exprimer de la même manière qu'ils s'expriment lorsqu'il s'agit de choisir les députés nationaux, c'est-à-dire par le vote. Bon. Ensuite, sur la marche des États, contrairement à ce qu'on nous raconte, c'est que les États, ils sont libres de beaucoup de choses. L'Europe n'est compétente que dans les domaines qui ont été donnés dans les traités. Pourquoi il n'y a pas d'harmonisation du droit du travail? Parce que le droit du travail, il est national, une compétence nationale. Et donc, dans tous les domaines où on vous dit qu'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'Europe parce qu'on n'a pas donné le pouvoir à l'Europe. Prenez les possibilités de l'Europe en matière d'emploi, elles sont dérisoires. Et même quand on parle de la garantie jeunesse, le crédit qui est affecté, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le budget européen, c'est 1% du PIB. Les dépenses publiques en France, c'est 54% du PIB. On ne peut pas faire la même chose. Et le budget des États-Unis, ça a été dit tout à l'heure, même le budget fédéral, pourtant c'est un État fédéral, c'est quand même 26, 27, 28%, 30%, peu importe. Donc, voilà. Alors, sur l'intérêt des citoyens, moi je m'inscris en faux contre ceux qui disent que les citoyens ne s'intéressent pas à l'Europe. En réalité, on n'intéresse pas les citoyens à l'Europe. Les gouvernants ne font pas de pédagogie sur l'Europe, puisque finalement, ils font comme dans la commune et l'intercommunalité. Le maire dit tout ce qui est bien, c'est moi qui l'ai fait, tout ce qui est mal, c'est la faute de l'intercommunalité. Eh bien, c'est pareil en Europe. Quand c'est mal, c'est l'Europe, quand c'est bien, c'est le gouvernement de bas. Et moi, je reçois beaucoup de visiteurs. Depuis septembre 2009, j'ai fait venir à Bruxelles 6500 citoyens, des élèves, des retraités, des militants, Bon. Eh bien, je peux vous dire que les gens qui sont là, qui sont des citoyens patriés, ils viennent de ce qu'ils veulent, mais ils posent plein de questions, ils s'intéressent, et à la fin, ils terminent par cette critique qui vous fait très mal, vous communiquez vraiment mal. Alors, est-ce qu'on communique vraiment mal à cause du vote de scrutin? Je comprends ce que vous me dites. Sauf qu'il y a 74 députés européens français. Alors évidemment, si on voulait avoir un parlement de 10 000 personnes, on pourrait en avoir plus. Mais déjà, 74 députés, ça veut dire qu'il n'y en a pas un par département. Pourquoi pas faire une élection nationale? Eh bien, elle a été faite en 99, jusqu'en 99. Oui. Et je peux vous dire que la différence entre l'élection nationale et l'élection au suffrage par grande région, c'est qu'aujourd'hui, ici, vous n'auriez pas un député européen. Parce que personne n'aurait bougé en disant ça n'a aucun intérêt que j'aille perdre ma matinée à Rouen. Quand vous êtes élu de ce secteur, vous sentez le devoir moral et puis le goût d'être présent. Et moi j'ai des amis, par exemple Tokia Saifi, qui est député européen de cette région aussi, était député européen sur la liste nationale en 1999, elle n'a jamais fichu son pied nulle part ailleurs. Parce que c'est les partis qui décident de la liste et vous n'avez pas besoin d'avoir un minimum de territoire. Moi, je peux vous dire que cette année, cette fois-ci, si je suis dans mon parti, si on a décidé finalement de me laisser, de me mettre à la 3e place, c'est pas officiel, mais c'est certain, ça n'a pas été publié, mais c'est certain,
c'est pas parce que je suis un apparatchik, je ne suis pas un apparatchik. Les gens qui me connaissent bien savent bien que je ne suis pas du tout dans le système. Pourquoi? Parce qu'on a vu que je travaillais à Bruxelles, d'abord, et deuxièmement, le jour de la commission d'investiture où on évaluait les députés, j'ai eu les parlementaires de cette région nord-ouest, ceux qui étaient là, mais il y en avait une dizaine, qui ont dit « il bosse, il faut le reconduire ». Si j'avais été sur une liste nationale, je ne me serais pas occupé d'essayer de faire en sorte que je puisse avoir des collaborations correctes avec les parlementaires de Pau, les autorités de l'endroit. Je crois que il y a d'autres systèmes dans d'autres pays, mais le fait on est 74, voilà. Mais vous avez raison, il faut que... Mais on peut être Michel Barnier, qui a été un excellent commissaire pendant cette mandature, dit toujours qu'on peut être à la fois patriote et européen. Je crois que ce n'est pas un problème d'être à la fois patriote, attaché à sa nation, et d'esprit européen. La conciliation des deux est tout à fait possible. M. Banaï. Non, juste un mot. Enfin, défaire l'euro n'est pas un programme. Hein. Supprimer l'euro, ça ne constitue pas une perspective politique. Ou alors il faudra aller plus loin, mais ça sera un autre débat. Hein. Donc, le programme de M. Dupont-Aignan, par exemple. Non, mais en démocratie, ce qui compte, c'est la majorité. Moi, quand je perds au Parlement sur des sujets, je dis à Jean qui me dit on a perdu, mais je dis on n'était pas assez nombreux. Bon. Et alors à ce moment-là, il faudrait peut-être que ceux qui ont ce genre d'attitude soient un peu plus dans les travaux du Parlement pour y travailler, et pas simplement pour empocher l'indemnité et se repayer des collaborateurs, et pas foutre un cas, et je parle autant de M. Mélenchon que de Mme Le Pen, vous ne les voyez jamais en commission, vous chercherez vainement la moindre intervention utile. Quand on a des idées différentes dans une démocratie, on les respecte. Encore faut-il les faire valoir, ces idées. Et je crois que l'honneur de quelqu'un, c'est lorsqu'il a une idée, même si ce n'est pas une idée majoritaire, c'est de militer pour l'idée qui est la sienne et d'essayer de la faire avancer. Voilà. Alors je ne pense pas que c'est Mme Le Pen qui fera beaucoup. C'est ce que je vais essayer de faire en suivant votre invitation. Donc d'abord, je vais répondre sur les trois questions. D'abord, il est vrai, l'Europe ne fait pas d'effort de pédagogie. Moi, j'enseigne dans mon cours d'économie de la globalisation à Pescara, les institutions européennes, à une question qui demandait quelles étaient les principales attributions du Parlement, du Conseil de l'Europe et du Conseil des ministres européens. Les étudiants n'ont pas su répondre, quoique moi je l'ai expliqué en classe et que ce soit écrit dans le livre. Mon doctorant m'a dit, on ne peut pas considérer cette question parce que si nos élèves ne comprennent pas l'Europe, la faute est à l'Europe. Et je dis, oui, tu as raison, celle-ci, on la considère pas. Il faut aussi dire que il est vrai que le droit du travail reste au niveau national, mais les traités européens obligent à harmoniser les politiques sociales. Ceci c'est une requête expresse des traités, et il faut aussi se poser la question de pourquoi la dette en Allemagne croissait alors qu'en Italie, paradoxalement, diminuait dans les années 10 de ce siècle. Alors là, on sait que l'Allemagne a financé avec argent public une réforme massive du marché du travail qui a soi-disant flexibilisé, voire précarisé, il y a des études scientifiques qui essaient de trancher sur cette question, le marché du travail, en donnant à l'Allemagne un premier avantage compétitif, voire un deuxième, parce qu'elle en avait déjà eu un avec l'annexion de l'Allemagne de l'Est, et encore un autre avec l'élargissement à l'Est de l'Union européenne. Donc vous voyez que comme ça, c'est simple d'être compétitif, et ceci ne rentre pas dans un esprit de solidarité et de respect des traités. Au géographe qui nous a interpellés, j'aimerais dire que l'Union européenne est un fait géographique d'abord. Ça fait 65 millions d'années que l'Italie et l'Espagne essaient d'entrer en Europe, et c'est pour cela qu'on a les Alpes et les Pyrénées. Et ce n'est pas seulement une blague, c'est aussi pour vous rappeler que notre parcours va devoir nécessairement être commun. Et c'est à nous de le rendre un parcours pacifique ou un parcours belliqueux, mais il va nécessairement, pour des raisons objectives, être un parcours commun. En venant au fait de la sortie ou du démantèlement de l'euro, il est clair, ceux qui me connaissent, il y a même des gens qui sont venus ici d'Italie,
ou qui sont des Italiens qui travaillent en France, donc qui sont des Européens, savent bien que je suis en train d'étudier la faisabilité, soit technique que politique, de ce scénario. Je m'avise de dire à M. Gauzès que, quoi qu'il ait raison, en démocratie, c'est la majorité qui compte. Il y a aussi un autre problème, c'est que dans une économie de marché, c'est le marché aussi qui décide parfois. Donc il faut que, même si on est dans une position majoritairement contraire à ce scénario, il faut penser que les marchés pourraient nous l'imposer, comme ils ont imposé la fin du système de l'étalon or, la fin du système de Bretton Woods, la fin de temps d'union monétaire. Il y a eu presque 100 unions monétaires qui se sont éclatées ou dissoutes, parce que ça n'a pas toujours été un éclatement dans le dernier siècle. Donc on se doit, en tant que bon gouvernant, d'examiner les coûts de cela. Moi, je suis dans un réseau d'économistes européens qui a pour l'Hollande M. Bolkestein, que vous connaissez peut-être, c'est un commissaire européen. Pour la République tchèque, oui, je sais qu'en France, il est bien connu du fait, justement, du plombier polonais. Qui a pour la République tchèque le vice-président de la Banque centrale, qui a pour l'Italie, humblement moi, pour la France, M. Sapir, Mme Granville, qui enseigne. Donc, ce sont des économistes qui sont en train d'étudier quels seraient les scénarios possibles. Je trouve que, comme vous voyez, il est vrai qu'au début de mon activité dans le débat public, il a fallu crier beaucoup pour qu'on soit entendu. Mais moi, je n'aime pas crier, j'aime ménager mes cordes vocales. J'aime beaucoup mieux un débat civil comme celui qu'on a eu aujourd'hui, ce qui veut dire que je ne veux pas entrer en adressant les gens en disant il faut sortir de l'euro ou jamais. Parce que le problème est beaucoup plus ample. Si on n'axe pas le débat sur euro oui, euro non, on arrive beaucoup mieux à faire sortir quels sont les véritables enjeux et les véritables contradictions de la construction européenne. Parce qu'autrement, si on entre dans l'euro, il y a qui disent oui, l'inflation à 4000%, il y a d'autres qui disent tout serait résolu. Non, le problème, c'est un peu plus nuancé. Mon avis est qu'en effet, il faut commencer à étudier de façon scientifique quels seraient les scénarios possibles. Déjà en 2010, M. Stiglitz avait évoqué la possibilité d'une sortie de l'Allemagne, donc avec réévaluation de sa devise nationale. Et il avait posé la question à ces termes. Soit l'Allemagne retrouve son autonomie monétaire, soit les pays du Sud vont être écrasés par des politiques d'austérité. C'était 2010, maintenant on est en 2014, et vous voyez ce qui s'est passé. Donc ça c'est un premier scénario. Un deuxième scénario serait que la France et l'Allemagne, solidairement, décident de créer deux zones euro. Donc elles seraient dans une et les autres dans l'autre. Et un troisième scénario qu'on est en train d'étudier, c'est qu'un pays du Sud quitte. Et ça, c'est évidemment le scénario le plus traumatique, le plus difficile à gérer. Mais il faut regarder ces choses avec une attitude sereine, sans faire du terrorisme. C'est vrai qu'il y aurait des coûts, mais il y aurait aussi des bénéfices. Et les bénéfices, je les ai évoqués tout à l'heure, avec les paroles de Romano Prodi. Si l'euro était comme la lire, l'économie italienne allait mieux. Le problème, c'est que l'euro ne peut pas être comme la lire parce qu'il est comme le mark. Donc on doit tirer des conséquences de cela. Tôt ou tard, on devra, parce que dans le chemin que M. Gauzès envisage, c'est-à-dire un chemin de solidarité et de transfert, vous voyez qu'on était parti avec l'idée que les marchés privés, les marchés financiers privés auraient assuré ces transferts, donc il n'y aurait pas eu besoin de volonté politique. Mais maintenant, on en est venu à l'idée que les marchés financiers ont échoué, donc les transferts doivent être publics, donc il faut une volonté politique. C'est ça la véritable évolution de notre attitude vis-à-vis de l'euro. Quand M. Pisani-Ferry écrivait avec M. Emerson en 1990 « One Market, One Money », il était convaincu que les marchés financiers privés auraient assuré les transferts nécessaires à tenir les choses ensemble. Et maintenant, nous savons que ça n'est pas le cas. Donc, c'est vraiment aux politiciens de se demander est-ce qu'on peut convaincre le gouvernement allemand, puisque les marchés financiers nous ont mis dans une dynamique explosive. Et si cela n'est pas le cas, malheureusement, on sera forcé de penser à quelque chose de différent au niveau de la gestion monétaire. Je veux bien comprendre que M. de la Derrière considère cela comme une hypothèse hérétique. Mais en effet, ceci s'est passé plusieurs fois dans l'histoire de l'humanité. Je vous fais réfléchir sur une seule chose, et là je conclue.
des études qui ont été publiées par le Fonds monétaire international nous font réfléchir sur le fait que l'euro est en effet le système monétaire le plus rigide qu'on ait jamais eu de l'histoire de l'humanité. Je veux dire que même dans le système étalon-or, il y avait une certaine flexibilité qui était donnée des points de l'or, de la possibilité de réajuster la parité avec l'or, et aussi du fait que le système étalon-or était seulement adopté par les pays du centre du système, c'est-à-dire États-Unis, Allemagne, France et Angleterre. Les autres pays avaient soit une monnaie, un papier-monnaie, comme l'Italie, qui a été dans le talon or seulement dans 3 ans depuis son unité, soit ils avaient les talons argent. Donc il y avait une flexibilité nominale dont nous rêvons aujourd'hui entre le Portugal et l'Allemagne. Donc c'est vraiment, il faut se le dire. Les politiciens ont voulu, en quelque sorte, forcer la main, mais je le dis en sens positif, parce que je crois que M. Prodi, M. Delors étaient vraiment de très bonne foi. Ils ont voulu forcer la main en adoptant un système très rigide qui aurait obligé les gouvernants, voire les électeurs européens, à assurer tout le reste. Malheureusement, ceci n'a pas fonctionné. Et pas tous les économistes étaient d'accord. Donc je le dis, parce que bon, les politiciens ne sont pas tous pourris et les économistes ne sont pas tous des gens qui savent demain pourquoi la chose qu'ils ont prévue hier ne s'est pas vérifiée aujourd'hui. On a des témoignages assez, disons, explicites que les dangers étaient visibles. Donc voilà, ce que je souhaite, c'est que le dialogue puisse continuer, mais être trop agressif, ce n'est pas une bonne façon de dialoguer, et je trouve qu'on sort ici tous avec un peu plus de doute et avec un peu moins de certitude de ce qui est, je crois, le but que chaque débat sérieux doit avoir. Parce qu'en ce moment, personne n'a la réponse dans sa poche, comme on dit en Italie. Il y a beaucoup de vérité et ce sera l'histoire à la choisir. Donc la géographie a déjà tranché. Vous voyez que les Alpes sont encore en train de pousser de quelques centimètres par année. La politique a tranché, l'économie a tranché, mais non, c'est à l'histoire. Est-ce qu'il y a des historiens? Merci. Monsieur de la Verrière, vous voulez conclure cette conférence débat donc. Rendez-vous aux élections, ça a déjà été dit, le 25 mai. Et après le 25 mai, dire qu'est-ce qu'on met dans qu'est-ce qu'on met sur la table. Je crois que là, les citoyens seront appelés à discuter. D'accord. Ne partez pas sans prendre de la documentation et participer pour les jeunes à un concours, une affiche pour l'Europe.